Bonjour. Oh, bonjour, bonjour. Bonjour à tous, bienvenue. On va attendre encore quelques instants. Ah, ça monte, ça monte. Ok. On y va, Laurence? C'est parti. Bien, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir à ce webinaire au cours duquel nous allons tenter de vous partager notre enthousiasme pour les pratiques narratives. Nous sommes ensemble avec Laurence. Bonjour. Et Marine. Marine est sur le chat, elle ne nous entend pas, enfin elle nous entend, mais nous ne la voyons pas, pour une présentation que nous clôturerons par un temps de questions-réponses. La présentation devrait être de l'ordre d'une demi-heure, trois quarts d'heure, et un temps de questions-réponses d'une quinzaine de minutes. Vous pouvez bien sûr poser vos questions dans le chat tout au long de ce webinaire. Marine, dont je parlais tout à l'heure, est présente pour nous assister pour la partie technique et prendre soin de vos questions. Bien, commençons un peu plus concrètement. Donc, commençons tout d'abord par un petit mot sur le collectif narratif. Donc, le collectif narratif dont Laurence et moi-même faisons partie. Qu'est-ce que c'est que ce machin? En fait, c'est en 2004, bientôt 20 ans, que Michael White, aujourd'hui malheureusement disparu, est venu animer la première formation en France aux pratiques narratives. Et il était à l'époque invité par Isabelle Laplante et Nicolas Debert, que vous voyez au centre de cette diapositive, eux-mêmes cofondateurs de l'école de coaching Media Coaching. Depuis lors, l'approche narrative a connu un développement extrêmement important, dans notre pays notamment, grâce à l'enrichissement sensible que cette approche apporte à toute démarche d'accompagnement. Le collectif narratif, dont nous faisons partie, a été initié donc par Isabelle Laplante et Nicolas Debert autour de personnes qu'ils avaient formées à l'approche narrative au cours de leur long parcours. Et ce collectif narratif a depuis repris le flambeau de la formation aux pratiques narratives il y a quelques années, notamment et principalement au sein de l'IFOD. Notre formation aux pratiques narratives est co-animée par 4 d'entre nous, en roulement sous la forme de duos d'animateurs, parce que nous pensons qu'il est important d'accueillir la diversité qui nous semble enrichissante pour permettre des points de vue différents, des pratiques différentes, des compréhensions différentes. Et vous voyez notamment ici, je ne sais pas où tu es, Laurence, quelque part, voilà, ici, voilà, Laurence Marja et moi-même, Philippe Martin. Donc, nous sommes les 2 des co-animateurs de cette formation. Alors, ce qui est important de préciser pour nous, c'est que tous les membres du collectif narratif sont des praticiens. Nous accompagnons des personnes et des équipes depuis de nombreuses années avec le soutien de l'approche narrative. Et Michael White, qui était à la fois un praticien et un chercheur, a toujours nourri sa pratique et sa forte pratique d'une réflexion et d'un approfondissement théorique très ouvert. Et il a nourri sans cesse ses recherches de sa pratique intense, originale, humble et audacieuse. Et c'est dans le même esprit que nous prenons un souci permanent d'enrichir et de faire évoluer notre pratique dans une recherche continue d'ouverture, d'évolution et d'innovation dont nous tentons de faire bénéficier les gens que nous avons la chance de former. Alors, Laurence, que nous proposons-nous de faire pendant ce webinaire? Eh bien, on se propose de vous donner un aperçu de certaines particularités dites remarquables des pratiques narratives qui contribuent à rendre cette approche puissante et enthousiasmante. Oui, en effet, on peut vraiment observer un réel enthousiasme dans la communauté des accompagnants que vous êtes ici présents, vous représentez autant des coachs que des thérapeutes, que également dans les entreprises, dans les services des ressources humaines, où on fait de plus en plus appel à l'approche narrative pour accompagner des équipes, des managers, des personnes, pour les aider à retrouver de l'initiative, redevenir auteurs et acteurs de leur vie. Et pour commencer, je vous propose de revenir très brièvement aux sources historiques et géographiques des pratiques narratives. Donc, posons un petit peu le décor.
Ce décor, vous voyez, va nous faire voyager en Océanie, et plus exactement en Australie et en Nouvelle-Zélande. Parce que les pratiques narratives sont le fruit de la rencontre de deux personnes que vous voyez ici, Michael White et David Epson, qui, au-delà de partager la passion du vélo, ils faisaient de grandes randonnées ensemble, travaillaient avec des familles et des personnes et des communautés pour les aider dans leurs difficultés du quotidien. Michael White est né en 1948 en Australie et il est malheureusement, comme vous le disiez tout à l'heure, Philippe, précocement décédé en 2008 à San Diego. Il est il est certainement l'homme le plus connu, le plus représentatif de l'approche narrative. À l'origine, il était travailleur social et thérapeute familial. Il a fondé le Dulwich Center à Adélaïde et ensuite, quelques temps avant son décès, le Narrative Practices d'Adélaïde. De son côté, David Epson, lui, est né au Canada en 1944. Il s'est installé en Nouvelle-Zélande quand il était adolescent avec sa famille. Il est devenu travailleur social lui aussi, puis psychothérapeute et professeur d'université où il continue à enseigner. Les pratiques narratives sont donc en quelque sorte une mise en concept, une mise en action de leur travail vraiment très pragmatique de terrain avec des couples, avec des individus, avec des communautés et aussi avec des minorités, puisque Michael White a notamment beaucoup travaillé avec des communautés aborigènes. Ils ont noué tous les deux ce qu'on pourrait appeler une amitié éthique. Et ils se sont nourris de nombreux courants de pensée, on y reviendra dans un instant, et sans doute que leurs origines géographiques, à la fois la Nouvelle-Zélande, le Canada même, et l'Australie, ne sont pas étrangères à ce positionnement qu'on qualifie d'éthique, parce que leur approche propose une décentration de notre point de vue sur le monde. Et d'ailleurs, et c'est pour ça qu'on vous a mis cette carte, parce que les cartes ne sont pas neutres. Il y a de nombreuses façons, comme vous le savez, de représenter notre planète, ses océans, ses mers. Et que ici, on vous propose, on est plutôt habitué à la projection de Mercator habituellement. Et là, on vous propose une combinaison de la projection de Peters et de McDonald. Et où on propose en fait de redonner à chaque pays une taille réelle et de mettre le pôle sud en haut et le pôle nord en bas, parce que finalement, ce n'est jamais qu'une norme arbitraire. Et vous voyez que d'un seul coup, on n'a plus du tout la même vision qu'habituellement, et c'est vraiment ce que Michael White et David Epson proposent, cette décentration du point de vue. Juste pour la petite anecdote, le gouvernement australien avait demandé à Michael White d'aller aider les communautés aborigènes d'Australie dans les Nouvelle-Galles du Sud, qui étaient rongées par l'alcoolisme, par la violence, par un taux de suicide très élevé. Et cette position de sachant blanc ne convenait pas du tout à Michael White, ça lui était plutôt incommode, et donc il a préféré renverser cette posture et demander à ses membres de communauté, mais vous qui avez 40 000 ans de tradition, auriez-vous par hasard des histoires de solutions porteuses d'avenir plutôt que de destruction? Donc vraiment, ça place tout de suite un des principes fondamentaux de l'approche narrative, à savoir de mettre le client, le patient, les personnes, les narrateurs, on les appelle comme ça dans l'approche narrative, au centre du processus. Parce qu'on part du principe que ce sont eux les experts de leur vie, c'est eux qui détiennent les savoirs, l'expérience, le vécu dans lequel ils vont pouvoir aller puiser des ressources. Mais ils n'ont pas forcément accès à ces ressources et ça va être là le travail du praticien que de les remettre en relation avec elles.
Voilà à peu près, déjà très rapidement, vous brossez un peu les origines. Comme vous voyez, on pourrait dire qu'un jour, les pratiques narratives sont sans doute descendues de l'Océanie vers le monde occidental et ont conquis de nombreux champs de l'accompagnement. Philippe, peux-tu nous en dire quelques mots? Merci Laurence. Comme tu le disais, Laurence, effectivement, pour nous, l'approche narrative est vraiment puissante et elle a suscité depuis longtemps un véritable engouement en fait dans pas mal d'univers. Dès lors que ces univers se sont ouverts progressivement à cette forme extrêmement particulière de considérer, de reconnaître l'autre. En fait, comme on l'a un peu évoqué, l'approche narrative s'est initialement illustrée dans le champ de la thérapie, et notamment la thérapie familiale, puisque c'était effectivement ce que faisaient fondamentalement au départ Michael White et David Epstein. Et d'ailleurs, on rencontre aujourd'hui de par le monde de nombreux thérapeutes narratifs, y compris en France. Mais au fur et à mesure de sa diffusion, notamment en France, parce que là c'est une spécificité particulière, l'approche narrative a investi de nouveaux champs d'action et d'intervention de plus en plus variés, notamment bien sûr le coaching professionnel, mais bien évidemment aussi le secteur médico-social, l'éducation, les bilans de compétences et une grande variété de domaines liés à l'accompagnement. Et c'est important de le préciser, dans des modalités soit individuelles, soit collectives, soit les deux. Je précise d'ailleurs que dans nos formations, pour nous, une des richesses importantes de cette formation, c'est aussi qu'il y a une diversité importante de types d'univers. Nous avons bien sûr des coachs, mais nous avons aussi des thérapeutes qui viennent s'initier à l'approche narrative. Nous avons aussi ce que j'appellerais des gens du livre, des gens de l'écrit, des professeurs de lettres, des gens qui animent les ateliers d'écriture, des journalistes. Nous avons aussi des médecins. Bref, nous avons une population importante dans sa variété et c'est ce qui fait une des richesses pour nous très particulières de cette approche. Mais de quoi parle-t-on concrètement, Laurence, quand on parle de pratique narrative? Comment pourrais-tu nous expliquer ou tenter de nous expliquer ce que sont les pratiques narratives? Bon, je relève le défi. En pratique narrative, on part de l'hypothèse que nos histoires façonnent nos vies et que notre identité se construit et se reconstruit à partir de ces histoires et de nos relations, puisque la vie est un projet social. Donc, nous serions les histoires que l'on se raconte et que les autres racontent sur nous. Mais qu'est-ce qu'une histoire, en fait? Ce sont des événements, ici on les a symbolisés par des petites croix, comme vous voyez. Il y a plein en vie, à longueur de journée, tout au long de notre vie, des tas d'événements, des péripéties, des anecdotes, des tas de choses comme ça. Donc une histoire, ce sont tous ces événements qui vont être, enfin certains de ces événements que l'on va relier en séquence. Vous voyez, ce sont ces lignes et on peut avoir différentes lignes à travers le temps. Vous voyez la ligne du temps, il y a le passé, il y a le présent, il y a le futur, autour d'une intrigue, et ça va être le thème de l'histoire, avec des personnages, parce que les bonnes histoires, il y a toujours des personnages dedans. Et nos histoires, elles sont multivocales. Effectivement, il y a plein de façons de raconter un événement. D'ailleurs, vous le savez bien, lorsque on assiste, par exemple, à un accident, tous les témoins de l'accident vont avoir une version différente. Il en va de même pour nos propres histoires de vie. On a plein de façons de raconter ce qui nous est arrivé en sélectionnant et en oubliant certains aspects de cette histoire. Donc, à chaque mise en récit de notre vie, nous nous débrouillons pour attribuer du sens à ces séquences organisées. Et nous passons d'ailleurs notre temps à donner du sens à notre vécu. Nous sommes des êtres de sens. Et ce sens, c'est ce qui va déterminer le thème de chaque histoire. Michael White pose l'hypothèse que certaines histoires sont tellement fortes, tellement dominantes dans notre vie, qu'elles vont ne plus laisser d'espace à la personne pour qu'elle puisse mettre en scène des récits préférés et donc des identités préférées.
et elle va se sentir prise, un peu prisonnière d'une histoire dominante qui ne lui convient pas, mais avec laquelle elle essaye voilà, de vivre tant bien que mal. Elle est engluée dans une histoire de problèmes. Et habituellement, enfin, les personnes qui viennent nous consulter sont des personnes qui expérimentent donc des histoires de problèmes, des histoires dominantes, et ils vont raconter leur histoire et le sens qu'ils donnent à leur histoire en omettant des tas de fois où l'histoire n'est pas présente. Le thème de ces histoires, et vous les connaissez, ça va être l'incapacité à s'organiser, ça va être la procrastination, la perfection, le manque de confiance en soi, la difficulté à prendre sa place dans une organisation, la fuite devant les conflits, etc., etc. Et ces histoires-là peuvent être parfois très handicapantes et avoir des effets envahissants sur la vie et les relations de la personne, au point où ça ne soit plus vivable et que la personne décide de travailler dessus et donc de venir nous voir. Pour raconter leur histoire, ils sélectionnent donc que des éléments qui vont corroborer cette version de l'histoire dominante, et ils oublient toutes les fois où ils n'ont pas procrastiné, où ils ne sont pas parfaits, etc., etc. Je vous propose, pour être un peu plus clair, de prendre l'exemple d'un petit garçon, Eric, qui, dans son enfance, hein, si on prend cet premier événement, avait l'habitude de se cacher derrière les jambes de sa maman dès qu'un inconnu arrivait. Et sa maman le qualifiait de sauvage, de farouche, pour excuser l'attitude un peu fuyante de son fils. Au fur et à mesure de sa vie, il vivra différents événements, peut-être une fois où il fera preuve de retenue et n'osera pas parler de son point de vue, échanger sur ses idées, une autre fois où il se sera mis à l'écart et laissé au devant de la scène un collègue, peut-être qu'une fois il n'aura pas osé prendre la parole dans sa classe, une autre fois dans une assemblée, une autre fois dans un déjeuner de famille, une autre fois dans une réunion, une autre fois il aura été voilà, mis sur le côté pour une présentation au profit d'un collègue plus audacieux qui se sera présenté avant lui pour se relever ce défi. Bref, vous l'aurez compris, au fur et à mesure du temps, Eric est devenu timide. Et donc, la timidité, lorsqu'elle s'invite dans sa vie, a des tas d'effets qui ne lui conviennent plus. Et toutes les complexités de cette situation particulière, finalement, vont être écartées par Eric. Il ne va plus voir les moments où il n'est pas timide. Il ne va pas voir les moments où il ose prendre la parole, où il ose défendre son point de vue. Et il va donc tirer des conclusions globalisatrices, pauvres, à propos de son identité. Je suis timide. En faisant complètement fi de toute la richesse des fois où il n'est pas timide, où il est particulièrement et singulièrement audacieux. Et donc, ces conclusions globalisatrices pauvres, hein, je suis timide par exemple, vont finir par exprimer une sorte de vérité qui va envahir la vie d'Eric. Et donc, à chaque péripétie, ça va alimenter son histoire dominante. Par exemple, ah ben, j'ai encore été nulle lors de ma présentation. Ben, de toute façon, c'est normal puisque je suis timide. Alors, Philippe, comment peut-on aider Eric ? Alors, je vais récupérer Eric donc, pour voir comment effectivement tisser d'autres pour que d'autres histoires surgissent. En fait, notre projet, notre intention en tant que praticien narratif sera d'aider la personne que nous accompagnons à entrouvrir ses œillères qui lui bouchent la vue, qui l'empêchent en quelque sorte, afin que progressivement elle se reconnecte avec ce qui est vraiment important pour elle, ses valeurs, et notamment avec sa capacité d'initiative, son libre arbitre et son pouvoir d'action. Et en fait, il s'agira pour nous de questionner cette personne avec la plus grande et naïve curiosité pour que puissent émerger quelques-uns de ces événements négligés qu'évoquait tout à l'heure Laurence, des événements oubliés qui ont été enfouis,
et qui ne vont pas, eux, en général, dans le sens de l'histoire dominante problématique. Et une fois que nous les aurons laissés émerger, pardon, nous chercherons à les mettre en lumière, à leur donner effectivement de la vue, de la visibilité. Ensuite, il s'agira bien sûr de donner du sens à ces événements, de les relier entre eux pour que puissent apparaître d'autres thèmes, d'autres histoires que cette histoire dominante problématique. Et pour ce faire, nous avons illustré ici effectivement ce processus. On s'appuiera sur un véritable tissage entre ce que nous appelons le paysage de l'action, c'est-à-dire les actions, les événements vécus par la personne, et le paysage de l'identité, qui en fait sont ses intentions, ses buts, ses valeurs, ses engagements, ses espoirs, ses rêves pour sa vie. Et en fait, en revivifiant ces histoires oubliées et mises à l'écart, la personne accompagnée progressivement va faire surgir et rendre visibles ses compétences, ses savoirs, et elle va progressivement tirer de nouvelles conclusions sur ce qu'elle sait et peut faire. Et bien sûr, comme nous avons tenté de l'illustrer de façon assez maladroite sur ce schéma, dans ces histoires s'inviteront des personnages qui nous sont chers et qui parfois auront été un peu oubliés eux aussi, des personnages qui viendront nous soutenir et soutenir ces histoires réactivées. C'est ainsi que, par exemple, très récemment, Cécile est venue me voir pour un abominable manque de confiance en elle. Et progressivement, elle s'est redécouverte en résistance, soutenante pour ses équipes, sachant exactement où mettre les pieds quand elle avait confiance en l'autre. Et tout ça soutenu depuis longtemps par un soutien bien oublié de sa part qui s'appelle Olympe de Gouges. En bref, l'approche narrative, telle que nous la comprenons, propose de contribuer à révéler la beauté, la richesse et la dignité de la vie de nos clients, qui ont besoin en quelque sorte d'une nouvelle histoire de leur passé, digne de leur présent, pour redevenir auteurs de leur futur. Mais rentrons plus avant dans le moteur pour voir comment cela fonctionne, tout cela. Laurence, on ouvre le capot? Ouais, on ouvre et voici comment on a décidé de vous présenter le modèle narratif. On pourrait le faire de plein d'autres façons. C'est une image, une métaphore qu'on vous propose. Donc prenez-la comme telle, c'est-à-dire imparfaitement ou parfaitement imparfaite, on va dire, mais utile pour vous partager notre conception des pratiques narratives aujourd'hui. Donc, le modèle narratif s'appuie, comme on a essayé de vous l'expliquer déjà un petit peu, sur une certaine vision du monde, avec une décentration de ce point de vue sur le monde, et aussi par la conception la compréhension que nous sommes assujettis par le pouvoir moderne au sens de Foucault, donc par la pression normative, par des injonctions permanentes qui nous bombardent à longueur de journée et des injonctions normatives qu'on se fait nous-mêmes. Et de comprendre que les histoires de nos clients sont conditionnées par ces injonctions, par ces croyances, par ces représentations, par ces discours et ces normes, et que notre travail de praticien, c'est aussi d'aller interroger tout ça pour savoir comment nos clients se positionnent par rapport à ces conceptions, ces normes, et voir si ça lui convient ou pas. Donc, une certaine vision du monde. Ce modèle s'élabore dans la métaphore littéraire, c'est à droite en haut, et là, alors on ne va pas avoir le temps on pourrait passer 1 heure ou même plus sur la métaphore littéraire, juste de savoir que notre identité est construite par les conclusions que nous tirons des expériences de notre vie, et que en plus, par rapport à ça, donc de se dire que en s'appuyant sur Paul Ricoeur, que nos identités narratives sont multiples, elles sont mobiles, elles sont choisies, et que du coup, ça nous ouvre des perspectives insoupçonnées pour nos clients qui sont englués dans une identité problématique, et qu'en fait, ils vont avoir le pouvoir d'en changer pour des identités préférées. Le modèle narratif s'appuie aussi sur l'échafaudage de la pensée, issu de la théorie de l'apprentissage, notamment à travers les travaux de Lev Vygotsky. Et elle se décline autour de cartes et de questions narratives dont on va vous proposer un zoom sur l'externalisation dans un instant. Elle
elle fait intervenir des témoins extérieurs, cette approche narrative, et une documentation dont Philippe vous parlera dans un instant. Mais surtout, pour commencer, le modèle narratif s'appuie sur une posture toute particulière dont Philippe va nous parler dans un instant. Juste avant, vous dire que si là on vous présente un modèle assez théorique, il faut savoir qu'à l'origine, Michael White et David Epson ont fait un démarrage qui était extrêmement empirique et qu'ils ont finalement théorisé leur approche a posteriori. En s'appuyant sur de nombreux courants de pensée, comme je vous l'ai dit, que sont par exemple le constructionnisme social avec Kenneth Gergen, mais aussi sur l'anthropologie culturelle nord-américaine avec Gregory Bateson, Barbara Meyerhoff, par exemple, la psychologie du développement, je viens de vous citer Lev Vygotsky, mais aussi la philosophie critique française avec Jacques Derrida, Michel Foucault, Gilles Deleuze, et la théorie littéraire avec Jérôme Brunner. Et puis, je vous l'avais cité, bien entendu, Paul Ricoeur, pour tout ce qui est sur l'identité narrative. Qu'est-ce qu'avaient en commun toutes ces personnes? Eh bien, elles avaient, ou elles ont, pour celles qui sont encore en vie, la particularité de prôner la distinction, la différence, la richesse des descriptions, l'exception, et de critiquer, on va dire, la pensée la partie de la pensée moderne qui impose la conformité, le diagnostic, qui étiquette les personnes derrière, effectivement, des pathologies, la quête de vérité, l'objectivité, l'universalisme, pour essayer d'aller chercher, au contraire, des histoires riches, complexes et source de beaucoup de contre-histoires, on va dire. Ce midi, on a donc décidé de mettre le focus sur quelques points, et notamment donc sur la posture du praticien. Philippe, à toi. Alors, la posture du praticien, comme vous le voyez indiqué ici, une posture très particulière. La posture du praticien est pour nous l'un des éléments clés du paradigme narratif, en quelque sorte. Vous voyez ici deux personnages et un échafaudage. Cet échafaudage est en bambou, tout en légèreté, très aérien, comme l'on en trouve souvent dans les pays d'Asie. Il s'adapte à la structure du bâtiment écologique, il est souple et se plie aux intempéries. Comme dans la fable, il ne rompt pas. Mais comment monter cet échafaudage sur lequel nous nous appuierons? Autrement dit, comment accompagner son client, le narrateur, dans ce cheminement très spécifique que sont les pratiques narratives et le questionnement narratif. Michael White emploie deux mots pour décrire cette conduite d'entretien. Il parle d'une posture décentrée et influente. Le principe, il est assez simple, c'est notre interlocuteur qui sait. Il est l'expert de sa vie. C'est lui, le narrateur, qui, en nous parlant de ce qu'il éprouve, en répondant à notre invitation de nous aider à l'aider, va s'aider lui-même. C'est donc un dialogue en confiance qui s'établit à parité, une relation de conscience à conscience. C'est auprès des aborigènes d'Australie, en écoutant leur histoire de vie, en respectant leur culture, leurs aspirations, leurs identités, que Michael White a choisi ce terme pour définir ce qu'il en était de sa propre attitude vis-à-vis de ses clients. Un positionnement éthique qui est pour moi l'un des fondements des pratiques narratives. Donc pourquoi décentrer? Parce que la priorité est donnée au savoir, aux compétences, aux connaissances, aux expériences de la personne accompagnée. C'est le narrateur qui est au centre de la conversation et non pas le praticien, comme cela arrive parfois. Si le client est au centre, le praticien est décentré dans une attitude de non-savoir. Et il ne sait vraiment pas ce qui est bon pour son client. Dans une attitude de curiosité. Et quand nous parlons de curiosité, c'est une curiosité tournée vers l'autre, pour l'aider à penser, à sentir, à ressentir, à élaborer. Et non pas, bien évidemment, une curiosité tournée vers soi pour chercher à comprendre. Et cette attitude aussi, elle est une attitude de perplexité et d'attention flottante qui laisse à l'autre toute sa place.
Et comment cette démarche est-elle influente? Oui, nous, praticiens narratifs, nous reconnaissons notre influence. Il est souvent d'usage de ne pas reconnaître cette influence. Nous considérons que nous sommes influents et du coup, nous essayons d'influer ou d'influencer d'une manière qui nous semble la plus respectueuse possible de l'autre. En fait, il s'agit de construire, au moyen de questions, un contexte qui va permettre à la personne de décrire le plus richement possible d'autres histoires de sa vie, en accord avec ses intentions, ses espoirs, ses buts, des histoires qui vont parler de compétences et de moments où le problème ne l'a pas empêché de faire ce qu'elle avait envie de faire. Et même si le praticien narratif ne veut rien pour la personne qui l'accompagne, il a une intention, au moins une seule, qu'elle ou il redevienne auteur de sa vie. En fait, les questions narratives déstabilisent souvent un peu les gens, car elles les amènent ailleurs, sur des territoires qu'ils connaissent, en fait, mais qui leur sont devenus peu familiers, qu'ils ont souvent oubliés. Et il leur faut parfois du temps pour se rappeler ce qu'ils savent déjà. Le praticien est juste là pour les aider à retrouver le chemin. L'une des ressources essentielles des pratiques du praticien narratif, pour orienter de façon respectueuse cette influence qu'il s'est exercée sur la personne qui l'accompagne, est aussi ce que nous appelons la double écoute. En fait, en plus de créer un espace visuel d'écoute pour accueillir le trouble, les effets que les problèmes ont sur la vie du narrateur, le praticien va s'efforcer d'installer un deuxième niveau d'écoute qui lui permettra d'entendre l'inexprimé, la façon dont la personne a réagi face aux difficultés qu'elle a rencontrées, ce qu'elle a réussi à mettre en œuvre, ses compétences, ses valeurs, ses croyances et ses rêves. Et tout ça lui sera d'une grande utilité pour poursuivre cette conversation avec la personne accompagnée. Laurence, un petit zoom sur les cartes. Eh oui, je crois qu'il est temps. Donc, en bas, on vous propose dans le modèle narratif les différentes cartes de conversation et les questions narratives. Et si on les remet au centre, vous pourrez découvrir, et c'est ce que Michael White avait déjà bien commencé à explorer dans ce livre des cartes des pratiques narratives. Nous avons différents modèles de conversation, d'échafaudage, comme celle sur le sentiment d'échec personnel, ou bien sur la promesse, ou bien comment redevenir auteur, la conversation aussi de l'absent mais implicite, la conversation du regroupement et du club de vie. Et ce que je vous propose à présent, c'est d'aller faire un zoom sur l'externalisation. De quoi parle-t-on quand on veut externaliser un problème? D'abord, qui d'entre nous n'a pas rencontré des problèmes dans sa vie? Les problèmes que nous rencontrons habituellement sont souvent considérés comme inhérents à nous-mêmes ou à nos relations, qu'ils sont le reflet d'une certaine vérité de notre nature, de notre caractère, voire de notre personnalité, et que, en bref, c'est le reflet de qui nous sommes ou de qui sont les autres ou de l'identité de nos relations. Et ça nous amène à penser que ces problèmes sont inhérents à notre moi, ou à celui des autres, et que nous-mêmes ou les autres, eh bien, en fait, nous sommes le problème. Donc, c'est notre fameux Eric qui se dit être timide. C'est, je ne sais plus, c'était Marie-Cécile, non, Cécile qui manque de confiance en elle. Cette manière de voir conditionne tous les efforts que l'on peut faire pour résoudre le problème. Et ce type d'effort a presque toujours comme résultat de l'exacerber parce que nous sommes en plus confrontés au sentiment d'échec de ne pas y arriver. Une des particularités remarquables de l'approche narrative et qui la rend tellement enthousiasmante, c'est qu'elle représente les problèmes en dehors des personnes. À savoir que la personne est la personne, que le problème est le problème et que la personne n'est pas le problème. D'ailleurs, on peut même aller plus loin, le problème n'est d'ailleurs même pas le problème. Le problème, c'est la relation que la personne entretient avec la timidité, la perfection,
mais en soi, la perfection n'est pas un problème. Donc, tout le sujet va être d'aider la personne, aider Eric à renouer, à renégocier sa relation, avoir une relation préférée avec la timidité, une relation qui lui convienne pour avancer dans la vie. Donc, un de nos postulats est que les personnes n'ont aucun intérêt, aucun bénéfice à souffrir et que les clients, les équipes, les personnes qui viennent nous voir souhaitent en fait se libérer du problème. Et donc, l'externalisation permet à la personne et aux équipes de retrouver de la capacité d'action pour pouvoir lutter sur le problème. C'est sûr que si on arrive à personnifier, à sortir le problème de soi, à mettre de la distance entre soi et le problème, ben déjà forcément on va avoir un peu plus de vue, on va pouvoir tourner autour du problème, on va pouvoir faire connaissance, on va pouvoir s'intéresser, savoir comment il fonctionne et justement il est intéressant de voir le genre de questions qu'on va pouvoir être amené à poser dans ces conversations et déjà enquêter avec cette posture particulière du praticien et aller chercher le savoir de nos clients, de ce qu'ils expérimentent, avec des questions comme, à votre avis, quelles sont les intentions de ce problème? Qu'est-ce qu'il essaye de vous faire? Qu'est-ce que ce problème pense de vous? Ça, c'est sûr, ce sont des questions qui sont étonnantes parce c'est un langage externalisant et par exemple, si on prenait comme problème la colère, au lieu de demander mais depuis quand la colère, depuis quand êtes-vous colérique, comment vous sentez-vous quand vous êtes en colère? Vous sentez bien que ce sont des questions qui sont internalisantes et qui partent du postulat que le problème est à l'intérieur de la personne. Là, on va poser des questions plutôt du style « Depuis quand la colère est-elle présente dans votre vie ? Quels sont les effets de la colère sur vos relations ? Dans le travail, donc on va contextualiser, dans votre famille, avec vos amis, avec l'image que vous entretenez de vous-même. Qu'est-ce que ça vous amène à penser de vous-même ? De quoi la colère vous coupe-t-elle ? Donc vous voyez que ce sont des questions qui permettent véritablement de décoller le problème de la personne pour qu'elle puisse se positionner, prendre position par rapport aux effets du problème sur sa vie, sur ses relations, sur la façon dont elle s'envisage elle-même, sur la façon dont ça la coupe de ses espoirs, de ses envies pour sa vie. Et à partir de ce positionnement, de pouvoir comprendre pourquoi elle prend cette position, pourquoi finalement elle n'est pas d'accord avec certains des effets du problème sur sa vie, ça va pouvoir l'aider à reprendre de l'initiative dans sa vie. Et pour pouvoir aider dans ce travail, on va utiliser une technique parce que vous comprenez bien que à la fin de ce genre de conversation, la personne qui se sentait agie par le problème va pouvoir à nouveau agir sur le problème, donc être en capacité d'initiative et de pouvoir décider d'actions ou de tas de choses pour sa vie, de petits pas par exemple, pour renforcer sa prise de position par rapport au problème. Et on utilise une pratique qui est très soutenante, qui s'appelle la documentation narrative. Tu veux bien nous en parler un peu, Philippe ? Ah, merci, je reprends le lead, effectivement, Laurence. Donc, documentation narrative. En fait, l'une des pratiques remarquables de l'approche narrative est ce qu'effectivement on appelle usuellement la documentation narrative. N'oublions pas que l'approche narrative est une pratique du raconter, une pratique qui s'appuie sur les mots, le langage, à la fois oral, mais aussi écrit, voire gestuel. Et quand on parle de documentation narrative, c'est le plus souvent le praticien qui va documenter. Mais de quoi parle-t-on ? Techniquement, documenter, c'est retenir fidèlement les mots, les expressions, les compétences de vie et les espoirs exprimés au travers des histoires de nos clients pour pouvoir les leur restituer sous diverses formes. Et cette restitution est sous-tendue par une intention. Il s'agit réellement de contribuer à soutenir les histoires alternatives
préférés de là où des personnes accompagnées. Et donc, comment faisons-nous? Nous relevons avec soin les mots, les expressions qui émergent, les métaphores, les compétences de vie et les exploits exprimés au travers des histoires. Puis, nous restituons cela à nos clients, sans interpréter ni déformer, au plus près des mots que nous avons entendus, sous la forme éventuellement d'un simple texte, ou bien sous la forme d'un poème, voire même d'un haïku, ou encore sous la forme d'une histoire ou d'un conte. Et il y a encore d'autres possibilités de restitution au travers de chansons, etc. Mais focalisons sur le texte lui-même. Ce texte est le plus souvent, souvent lu, puis remis par le praticien à la personne accompagnée ou aux personnes accompagnées à la fin d'une séance ou à la fin d'un accompagnement ou encore à la fin d'une journée quand nous travaillons avec un collectif. Et notre intention en tant que praticien, c'est de laisser une trace écrite pour soutenir la personne accompagnée dans la ou les nouvelles histoires qui émergent, pour qu'elle garde trace et puisse faire de nouveaux liens, qu'elle puisse continuer de construire, de bâtir, de renforcer sa nouvelle perception de qui elle est, de ce qui est important pour elle, de ce qui compte vraiment pour elle. Et bien sûr, cette lecture fait fréquemment émerger pas mal d'émotions, à la fois chez la personne accompagnée et chez le praticien. Et pour nous, l'émergence de l'émotion permet bien souvent de modifier le rapport que la personne accompagnée entretient avec son ou ses histoires préférées. Ce qui était jusque-là dans la tête, dans le cognitif, passe dans le corps, dans les tripes. Et pour nous, c'est fondamental de pouvoir émouvoir, parce que pour nous, émouvoir, c'est mouvoir. Et je suis tout ému de vous dire ça. Alors, quels apports pour nos clients, Laurence? Eh bien, écoute, tous ces contes, ces récits que nous proposons à nos clients pour les soutenir permettent de dénouer des situations complexes, dites complexes, parce que la pratique de la complexité invite à se montrer suspicieux de toutes les situations d'apparence simple, donc simplifiées, simplifiantes, réductrices, mutilantes, et qui ne laisse aucune place à l'espoir. Et vous avez bien compris qu'en cherchant à complexifier, à enrichir les expériences, à aller rechercher dans les expériences de nos clients la richesse de ce qu'ils ont vécu, les témoins de ce qu'ils ont vécu, les personnes qui ont pu et qui pourraient témoigner de ressources, de compétences, d'espoir, d'engagement à l'œuvre dans la vie de nos clients depuis longtemps, eh bien, permettent à nos clients de se reconnecter à leur club de vie, à toutes ces personnes qui les soutiennent et à qui ils ont également beaucoup apporté et apportent toujours. Donc, les aider à dénouer des situations complexes pour résoudre, éduquer, maîtriser, dissoudre, quelle que soit la métaphore qu'utilisent nos clients, en tout cas pour les aider à se dépatouiller, de se désengluer des problèmes qui ont des effets plus supportables pour eux. Donc, les aider aussi à déconstruire les relations de pouvoir qu'entretiennent ces problèmes sur leur vie, sortir de l'isolement, de l'enfermement, retrouver des histoires préférées en allant chercher des tas d'exceptions, des tas de fois où ils n'ont pas été comme l'histoire dominante qu'ils se racontent. Voilà, et de trouver donc d'autres histoires qui leur permettent de se relier avec des valeurs, des vibrantes, vivantes, incarnées, qui ont de la chair, des moments où ils se sont sentis tout particulièrement libres, autonomes dans leur vie, afin de pouvoir redevenir auteurs et acteurs de leur vie, donc retrouver de la capacité de choix, agir plutôt que d'être agi. Et finalement, peut-être qu'on pourrait faire vivre, Philippe. Non, tu veux pas? C'est pas ça, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Aïe, aïe, aïe. On va venir nous voir. On a été débordés par notre propre enthousiasme. Ok. Donc, tu veux qu'on prenne les questions, c'est ça? Ou qu'on… On va peut-être
Tu présentes la formation, non, Ouais, quand je même, ou vais, pas? je vais raconter. Ouais. Brièvement. Rapidement, donc à l'IFOD, nous avons une formation de 9 jours, une formation certifiante. Ce sont 3 sessions de 3 jours où l'on se propose, dans un premier temps, 3 jours pour déconstruire les problèmes, puis 3 jours le mois suivant pour construire des solutions, et enfin, le mois encore après, 3 jours pour s'affirmer dans les relations de pouvoir. Ce sont des sessions pour apprendre tous ces concepts, mais surtout pour énormément pratiquer entre pairs. Ce sont des formations, comme on vous le disait au départ, qui sont pour les consultants, pour les coachs, pour les formateurs, pour les thérapeutes, pour toutes les personnes qui finalement interviennent auprès de personnes, des intervenants en outplacement, mais pas que, puisqu'on a des journalistes, on a des professeurs, etc., des conseillers en orientation également. On co-anime à chaque fois chaque module et vous n'avez jamais les mêmes binômes, ce qui fait la richesse de nos formations et de nos partages d'expériences. Nous sommes tous des praticiens, donc nous alimentons énormément nos apports de cas réels. Et puis, quoi d'autre? Donc, oui, c'est une pédagogie en blended learning, c'est-à-dire que vous avez des ressources à votre disposition avant chaque module. Entre les modules, vous avez également des tests d'apprentissage pour s'assurer que toutes les briques se mettent bien en place et que vous allez pouvoir, à la fin de ces 9 jours, et même avant, déjà commencer à pratiquer en tant que praticien narratif. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Philippe? Je veux juste préciser que c'est une formation assez intense qui demande un véritable engagement. On vous donne beaucoup, mais on aime bien recevoir aussi beaucoup. Et donc, effectivement, si vous venez, c'est vraiment, il faut y aller, quoi. Ça demande du temps, de l'énergie, mais ça en vaut la peine. Voilà. Oui, parce qu'on vous demandera à la fin du premier séminaire de vous constituer en groupe de pairs pour déjà pratiquer entre vous avec des exercices qu'on vous proposera et pour plonger tout de suite dans le grand bain et vous verrez, une fois qu'on a goûté à l'approche narrative, eh bien, on en redemande. Bon, alors, Marine va nous proposer toutes les questions que vous avez pu poster dans le chat et on va tenter d'y répondre. Alors. Ah, bonjour Marie-Hélène, je vois que tu es présente. Ça fait plaisir. Alors, on y va. Question de Linda. Bonjour, très intéressant l'impact de l'histoire avec son paysage identitaire et le travail à faire avec lui. Cependant, est-ce que ce tissage peut être travaillé en format collectif sur un accompagnement de crise collective? Merci. Ok. Alors, tu veux, pendant que je mets… Hop. Oui, bien sûr, on peut travailler en collectif, on le fait souvent. On fait ce tissage. Déjà, on va… oula, je vois. D'abord, on va essayer de savoir ce qu'est cette crise. On va essayer… la première étape de toute conversation narrative va être de d'écrire et de nommer. Donc, on va au départ avec l'équipe, tous les membres de l'équipe, eh bien, définir ce qui se passe, essayer de comprendre au plus proche de l'expérience et du vécu de chacun. Donc, il va y avoir forcément différentes voix qui vont s'exprimer, mais petit à petit, il y a voilà, une crise qui va prendre forme, qu'on va peut-être petit à petit nommer. Elle aura peut-être différents noms parce que tout le monde ne sera pas forcément d'accord. On va essayer de trouver eh bien, ce qui peut le mieux caractériser ce qui arrive, ce que vit cette équipe, pour pouvoir essayer de comprendre comment elle s'y prend pour avoir des effets sur peut-être la communication, sur les relations entre un tel et une telle, etc., pour pouvoir petit à petit eh bien, aller rechercher des ressources qui ont été un peu oubliées dans l'équipe. On a plein d'autres approches, on s'appuie aussi sur des métaphores
pour accompagner les équipes. Tout dépend les problématiques. Lorsque, par exemple, on sent qu'il y a un manque de cohésion ou de coopération entre les uns et les autres, qu'on a des équipes en grande souffrance du fait de l'activité ou bien dans le milieu hospitalier. Vous pourrez aller voir sur notre site, il y a un très beau partage d'un travail qui a été fait lors du Covid dans des équipes soignantes. On peut utiliser des métaphores comme le voyage collectif pour aider les membres à renouer avec les compétences, les valeurs, les expériences positives qu'ils ont vécues dans leur équipe et pour pouvoir retrouver de la capacité à agir sur ce qui vient les empêcher au moment où on les voit, où ils nous demandent d'intervenir. Tu veux rajouter quelque chose, Philippe? Non, je vais juste rajouter. Il y a une question au-dessus de Christelle. Qu'est-ce qu'une identité préférée? Je vais être bref là-dessus parce que c'est fondamental. En fait, nous considérons en pratique narrative que notre identité est quelque chose de mobile, qui n'est pas figé dans le temps. On n'est pas un « je suis » qui est inamovible dans le temps, mais on considère surtout que cette identité, elle est souvent, et toujours d'ailleurs, énormément définie par notre environnement, par des normes, par toutes sortes de contraintes que nous avons autour de nous, et que pour nous, le moyen d'évoluer, justement de sortir de ces situations dans lesquelles on est pris par des problèmes, c'est effectivement d'aller vers ce qu'on appelle une identité préférée, c'est-à-dire une identité qu'on choisira, qu'on choisit sur la base, en fait, qu'on choisit en permanence sur la base de nos intentions, sur la base de nos rêves, de nos espoirs, de ce que nous voulons. Et en fait, l'idée, effectivement, ça va être d'accompagner la personne à sortir de ce qui est contraint chez elle, à choisir ce qui lui va et ce qui ne lui va pas, pour effectivement se révéler telle qu'elle est aussi, sachant qu'il n'y a pas une forme d'identité, il y en a plein. Voilà. Alors, pour répondre à Ogba, la formation à l'IFOD de 9 jours est effectivement en présentiel. Pendant le Covid, on l'a fait entièrement en distanciel, mais c'est quand même plus sympathique de la faire en présentiel. En revanche, en tant que collectif narratif, nous proposons des journées découvertes de l'approche narrative en distanciel et toutes les informations sont sur notre site. On propose aussi des masterclass, une journée complète sur l'externalisation, une autre sur le regroupement, etc. Donc, il est possible en distanciel, à travers ces différentes journées, eh bien, de se familiariser avec l'approche narrative. Juste un point de précision, on a 2 promotions par an à l'IFOD. Donc la promotion au printemps, donc sur les mois d'avril, mai, juin, et la promotion d'automne sur octobre, novembre, décembre. Alors, y a-t-il des livres que vous conseillez pour nous familiariser avec cette pratique? Oui, alors vous pouvez aller aussi sur notre site, on vous le redonne, www.pratiquenarrative au pluriel attaché.com. Vous avez énormément de ressources. La première chose qu'on vous conseille, c'est de lire l'article qui s'appelle « Vie exotique », qui a été écrit par Isabelle Laplante. C'est un magnifique article qui vous donnera déjà un très bel aperçu de l'approche narrative. Si vous voulez aller plus loin, vous verrez, il y a une grande bibliographie, on a même mis quelques films, mais déjà, le principe, il nous semble qu'un des livres vraiment incontournables, c'est de lire celui de Michael White qui s'appelle « Carte des pratiques narratives » et que vous retrouverez sur notre site. Sur notre site, vous trouverez également de nombreux articles. Tout est en accès libre et vous aurez déjà fort à faire avec ce qu'il y a. Mais voilà, déjà, carte des pratiques narratives. Et je vais quand même citer une de nos consoeurs de la Fabrique narrative dont j'adore le livre. Hop. Voilà. Il s'appelle Catherine Mangel, le grand manuel d'approche narrative, qui est extrêmement bien fait également, très facile d'accès, avec des schémas et des belles métaphores pour comprendre, des images, des analogies, pour comprendre comment tout ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme autre? Oui, toutes les formations sont éligibles au CPF.
C'est une grande chance et l'IFOD a énormément travaillé pour obtenir ces autorisations. Donc, vous pouvez financer cette formation par le CPF, vos CPF, mais également par vos OPCO. Si vous êtes à la FIFPL, à l'EGFIS ou que sais-je, vous pouvez faire financer une partie de la formation par ces organismes. Quoi Je d'autre? précise cependant qu'effectivement, nous limitons le nombre de personnes dans nos formations à 12 personnes. C'est un parti pris pour nous fondamental. Nous considérons que c'est ce qu'il faut comme personne. Plus, ça devient très compliqué. Et donc, forcément, c'est pour ça que nous faisons 2 formations dans l'année. Mais c'est pour ça qu'il est parfois un peu difficile d'avoir des places et nous nous en excusons. Enfin, nous vous en prions de nous excuser par avance, mais on considère que 12, c'est bien. Et ça nous permet effectivement de pouvoir consacrer le temps qui nous semble nécessaire à chacun et chacune d'entre vous lors de ces formations. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, on peut peut-être conclure par une question typiquement narrative. Philippe, qu'en penses-tu Vas-y, vas-y. Alors, peut-être que, Marine, est-ce qu'on peut revenir à notre… Attends, si j'y arrive. Ben voilà une clôture de type narratif. C'est où êtes-vous allé ou vous ne seriez pas allé sans ce webinaire? Et peut-être que vous pouvez nous mettre quelques mots dans le chat. Et qu'est-ce que ça peut vous donner envie de faire que d'avoir participé à ce webinaire et d'avoir visité des contrées insoupçonnées? Bravo, voilà. Mais alors, Monique, qu'est-ce que ça vous donne envie de faire? Ah, vous êtes la bienvenue. Visiter le site des pratiques narratives, ouais, il y a tellement de choses. Et Marie-Hélène et toutes les personnes qui ont pu déjà se former, n'hésitez pas à nous envoyer vos expériences qu'on pourra mettre en ligne. Ce site est fait pour vous. Tolérance sur mon papier, wow, c'est magnifique, qui donne envie de réécrire une autre réalité. Juste vous dire que nous, notre formation, on a été formés par Isabelle Laplante et Nicolas Debert, avec qui on était hier encore. Eh bien, ça a non seulement changé notre façon d'accompagner les personnes, mais ça a changé beaucoup de choses dans notre vie. Et je vais parler pour moi, qui était très souvent visitée par Madame Perfection. Eh bien, maintenant c'est devenu un Monsieur Perfection. Donc, ça a beaucoup changé les choses. Non, je rigole. Et donc, je vis beaucoup mieux avec certaines facettes de moi-même. Et c'est très puissant. Ok. Wow, génial. Découvrir, explorer, envie de me poser des questions, envie de découvrir de nouvelles méthodes, d'apprendre à externaliser les problèmes. Et oui, c'est tellement chouette. Je suis d'accord pour l'Australie aussi. Comment? Je suis d'accord pour partir en Australie aussi. C'est proposé dans le chat, ça me va très bien. Ah ouais, ça c'est extra. Envie de visiter, revisiter mes différentes identités préférées. Ben oui, oui. Donne envie d'aller chercher tous mes lieux d'histoire constructive et de m'inscrire à la formation. Formidable. En Australie, envie de vivre l'expérience de la pratique narrative. Ah bah, si vous pouvez, oui, allez-y. David Epson donne aussi des formations en ligne. Donc, c'est très, très exigeant. Il faut très bien parler anglais, mais on a des amis qui l'ont, une consoeur en particulier qui l'a suivi et qui en est sortie extrêmement enrichie. Cela donne envie de rendre plus concrète cette méthode dans mes coachings en intégrant des outils qui permettent d'utiliser cette méthode. Oui, des outils, une posture, une vision du monde, tout ça. Oui, merci beaucoup. Apprendre le lâcher-prise et de revisiter, je ne vois pas. Autrement, les histoires des personnes. Ah oui, très bien. Ça a mis un peu plus de temps à arriver chez moi. Normal. Bien, il est 13h. Merci pour tous ces partages. Merci à vous. J'espère que nous aurons la chance de voir quelques-uns ou quelques-unes d'entre vous lors de nos formations. Et merci de nous avoir consacré quelques instants, assez longs, 1 heure,
et, et ça nous remplit de gratitude à votre égard. Et donc, transmettons cette gratitude. Et si ça peut faire qu'effectivement les pratiques narratives continuent de se développer et continuent de s'inventer, parce que j'insiste sur le fait qu'effectivement, ni Michael White, ni David Epstein, ni nous-mêmes ne voulons que ce soit quelque chose de figé. Ce n'est pas une vérité, c'est une manière de voir le monde qui évolue en permanence. Et plus il y a des gens qui viennent, plus ça réfléchit, plus ça transforme, plus ça fait évoluer. Et plus c'est pour le bénéfice de tout le monde. Voilà. Merci Philippe, j'ai été ravie de co-animer avec toi ce webinaire autour de cette magnifique approche humaniste, ô combien émotionnelle, corporelle et profondément puissante et enthousiasmante. Et on espère vous avoir partagé notre enthousiasme. À bientôt. Au revoir.